Bonjour! Dans cette vidéo, je vais explorer et analyser la question « En quoi peut-on prédire une réaction chimique organique dans le cadre du cours de Chimie 12? » Alors, commençons avec mon choix d'équation de réaction organique équilibrée. J'ai choisi l'équation de la respiration cellulaire, ce qui est l'inverse de la réaction de la photosynthèse. Ces deux réactions sont très importantes dans les processus métaboliques naturels. Dans cette réaction, 1 mol de glucose solide se réagit avec 6 mols d'oxygène gazeux qui se retrouvent dans l'air pour former 6 mols de dioxyde de carbone gazeux et 6 mols d'eau gazeuse. Les produits sont accompagnés de l'énergie sous forme d'ATP. Le glucose a plusieurs isomères possibles, mais celui présent naturellement dans la respiration cellulaire est le D-glucopyranose, aussi connu sous son nom scientifique 3S, 4S, 5S, 6R, 6-hydroxyméthyl-oxane 2, 3, 4, 5 tétrol, respectant les règles de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Le type de réaction chimique s'agit d'une réaction d'oxydation sous forme d'une combustion complète puisque le carbone du glucose, qui est l'hydrocarbure dans les réactifs, forme plus de liaisons avec l'oxygène gazeux dans les réactifs et réduit toutes ces liaisons avec les atomes d'hydrogène. Alors, on voit que chacun des 6 atomes de carbone se lie avec les 6 molécules d'oxygène diatomiques, formant ainsi le dioxyde de carbone. Le reste du glucose, qui reste bien sûr, maintenant composé d'hydrogène et d'oxygène, se reconstruit en 6 molécules d'eau. Une réaction de combustion complète s'accompagne toujours de l'énergie, indiquant ainsi une réaction globale exothermique. Ceci peut aussi être considéré comme une réaction d'élimination à cause de la formation de liaisons doubles entre le carbone et l'oxygène dans les produits. Ensuite, voici la configuration électronique de chacun des atomes des éléments dans la réaction. L'hydrogène a seulement un électron, alors il remplit à moitié la première orbitale et il est dans le bloc S, alors c'est un S1. De suite, le carbone fait partie de la deuxième période et il est situé dans le bloc P en tant que deuxième élément dans ce bloc, donc le groupe 14. Ceci veut dire que sa dernière orbitale sera 2p2. En suivant l'ordre de remplissage de Hofbauer, la configuration du carbone est alors 1s1, 2s2, 2p2. Finalement, l'oxygène fait partie de la période 2, groupe 16, dans le bloc P, alors sa dernière orbitale est 2p4. En suivant le principe d'Hofbauer, sa configuration est alors de 1s1, 2s2 et 2p4. Les diagrammes d'orbitales ont été remplis en fonction de la règle d'exclusion de Pauli où il ne peut pas y avoir plus que 2 électrons dans le même orbital et ils doivent avoir des orientations, donc des valeurs de spin opposées, ce qui suit aussi la règle de Hund. Voici le tableau des nombres quantiques de chacun des éléments. Puisqu'un atome d'hydrogène possède seulement un électron, sa valeur n est de 1, et alors L est égal à 0 à cause que L est égal à N-1, puis M est égal à 0 à cause que M est égal à moins L, 0 puis plus L. Et c'est le premier électron, donc il y aura un spin-up positif. Les mêmes règles s'appliquent au carbone qui a 6 électrons et l'oxygène qui en a 8. La prochaine chose, ce sont les diagrammes de Lewis du glucose et de l'oxygène. Pour le glucose, j'ai fait les calculs où j'ai trouvé qu'il y a 72 électrons de valence dans la molécule entière et en se basant sur les gaz rares, il y a 120 électrons total qui peuvent remplir chacune des couches de valence des éléments dans le glucose. Il y a 48 électrons liants qui participeront dans les liaisons covalentes de la molécule, formant ainsi 24 liaisons totales. Il faut noter que puisqu'il y a 3 éléments et un nombre pair de liaisons, il y aura une double liaison en quelque part. Finalement, il y aura 24 électrons libres, probablement à partir de l'oxygène, qui ne participeront pas dans la formation des liaisons.
Donc, j'ai commencé le dessin en plaçant la chaîne de 6 carbones. Ensuite, j'ai réparti les 12 atomes d'hydrogène à chaque atome de carbone, mais j'ai seulement attaché un atome d'hydrogène au premier carbone à cause que s'il y avait une liaison double en quelque part, puis on sait qu'il va y avoir une liaison double, ça serait au début de la chaîne. Ensuite, j'ai réparti chacun des 6 atomes d'oxygène en assurant que le carbone peut compléter chacune de ces 4 liaisons à cause que le carbone a 4 électrons de valence. J'ai placé la double liaison entre le carbone et l'oxygène au début de la chaîne et finalement, il y a eu une formation d'un groupe aldéhyde au début et le reste de la chaîne sont des alcools à cause de leur groupe hydroxyle, donc de OH. Puis le groupe aldéhyde, ben c'est quand le carbone a une double liaison avec l'oxygène, puis il y a aussi un hydrogène. Donc le défi est lorsque le glucose se transforme en une chaîne cyclique de 6 atomes centraux. Donc moi, j'ai suivi le nom scientifique du D-glucopyranose, le 3R, 4S, 5S, 6R, 6-hydroxyméthyloxane, 2, 3, 4 tétrol, à cause que c'est à partir du nom que j'ai vraiment compris comment dessiner la structure. Donc ça indique un cycle oxane. Donc, ça veut dire qu'il y aura un atome d'oxygène parmi les 6 atomes centraux et le ane indique des liaisons simples entre les atomes centraux. Donc, ça, c'est comme la chaîne principale qui forme l'anneau. Donc, j'ai brisé la double liaison qu'avait le premier carbone du cycle avec l'atome d'oxygène et j'ai lié l'oxygène au 5e atome de carbone de la chaîne. Puis le nom indique aussi que il y a comme un hydroxyméthyle, ce qui est comme l'ajout d'un groupe méthyle. Et ça, c'est comme formé d'un carbone et d'un hydrogène. Puis ce méthyle-là est attaché à un hydroxyle, donc le OH. Puis cet ajout est le 6e carbone de la chaîne. Pour l'autre réactif, ben c'est une molécule d'oxygène diatomique. Un atome d'oxygène a 6 électrons de valence, donc 2 atomes d'oxygène vont partager une liaison double entre eux. Il y a 6 de ces molécules, donc un total de 12 en tant que réactif, donc 12 atomes d'oxygène. Et ces 12 atomes d'oxygène vont réagir avec une molécule de glucose qui contient 6 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène. Alors, voici les diagrammes Lewis des réactifs et aussi ceux des produits. Et par la suite, c'est la réaction entière de façon visuelle avec les diagrammes de Lewis. Par la suite, je vais discuter de l'électronégativité du glucose et de l'oxygène. En premier, j'ai calculé les valeurs d'électronégativité individuelles de chaque liaison et l'oxygène est le plus électronégatif de 3,5, ensuite le carbone de 2,5 et l'hydrogène de 2,1. La liaison entre le carbone et l'hydrogène est de 0,4, donc c'est non polaire. Puis entre le carbone et l'oxygène, c'est une valeur de 1, donc c'est covalente polaire. Et entre l'hydrogène et l'oxygène, c'est une valeur de 1,4, donc c'est aussi covalente polaire. La deuxième chose, c'est que je les ai examinés dans le glucose, les liaisons. Alors, on avait déjà dit que le glucose est formé de groupes hydroxyles, donc ça c'est les alcools, qui sont des liaisons hydrogène fortes entre l'hydrogène et l'oxygène. Donc, ce côté de la molécule entière du glucose est polaire. De l'autre côté, ce sont des liaisons entre l'hydrogène et le carbone qui est non polaire. Ce déséquilibre entre la polarité rend la molécule entière polaire et ça veut dire que les électrons sont répartis de façon inégale, alors il y a une extrémité négative et positive dans la molécule. Et pour la molécule de l'oxygène gazeux, ben c'est automatiquement non polaire à cause que c'est une molécule diatomique dans laquelle les atomes du même élément partagent de façon égale les électrons, donc le moment dipôle est nul. La chose suivante, ce sont les forces intermoléculaires présentes dans les réactifs qui leur mènent à former des liaisons. Alors, en premier, je vais parler des forces intermoléculaires du glucose.
Et il faut juste noter que le glucose, c'est une molécule covalente polaire. Alors, c'est pour ça que le glucose a les 3 types de forces intermoléculaires, tandis que l'oxygène gazeux, c'est une molécule non polaire, donc ça contient seulement les forces intermoléculaires de dispersion, aussi appelées de London. Et ça, c'est à cause que les forces de dispersion sont présentes dans toutes les molécules à cause du mouvement des électrons. Alors, ça, c'est particulièrement pour le glucose. Donc, je vais commencer avec les forces de dispersion de London. Elles sont très faibles. Elles sont présentes dans toutes les molécules, donc les molécules polaires et non polaires. Et ces molécules forment spontanément des forces dipolaires temporaires. Puis la séparation brève de la charge provoque une chaîne de forces dipôles temporaires dans des électrons voisins et donc le mouvement de dispersion se répète de façon aléatoire. Ensuite, le deuxième type de force intermoléculaire, ce sont les forces dipolaires, puis ces forces sont assez fortes. C'est l'attraction électrostatique entre 2 molécules polaires à cause de leurs extrémités positives et négatives, mais ça se limite seulement pour les molécules polaires. Même chose pour les liaisons hydrogènes. Et les liaisons hydrogènes sont essentiellement un type de force dipolaire, mais ces forces sont les plus fortes. C'est l'attraction électrostatique entre la forte charge positive partielle d'un atome d'hydrogène et la charge négative partielle d'un atome ayant une valeur d'électronégativité plus élevée comme l'oxygène ou l'azote. Mais ça aussi, c'est seulement limité pour les molécules polaires. Alors, en connaissant les structures de Lewis des réactifs et leurs forces intermoléculaires, on peut déduire leur forme géométrique moléculaire à partir de la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence. La théorie RPEV déclare que les électrons de valence en doublet liant, donc ce sont les paires d'électrons qui participeront dans les liaisons, et en doublet libre, donc ce sont les paires d'électrons qui ne participeront pas dans les liaisons, d'un atome d'un élément ont des forces de répulsion entre eux qui leur positionnent en orientation distincte. Ceci en forme 5 possibilités de formes moléculaires principales avec des angles de liaison différents. Le glucose est une molécule covalente complexe et donc large, et je vais présenter l'isomère du glucose qui participe dans la respiration cellulaire, le D-glucopyranose, et pas les autres isomères. Cet isomère se retrouve dans sa forme la plus stable lorsqu'il n'est pas en une seule ligne, donc lorsqu'il n'est pas dans une chaîne acyclique, mais lorsqu'il est en chaîne cyclique, alors lorsqu'il forme un anneau. Alors la chaîne acyclique de 6 carbones se condense en une chaîne cyclique de 5 carbones et un atome d'oxygène. La chaîne des atomes centraux du cycle est en forme plate avec des angles de liaison de 60 degrés entre eux. À partir de là, il faut diviser chaque atome de carbone au centre et leur atome attaché. Et par diviser, je veux pas dire comme décomposer, mais c'est juste pour comme examiner la chaîne. Donc, en divisant, je veux juste dire qu'on va regarder chacun des atomes de carbone individuellement. Je vais prendre le premier atome de carbone par exemple. Chacun de ces 4 électrons de valence sont en liaison, alors il n'y a aucun paire libre. Ceci indique une forme tétraédrique avec des angles de liaison de 109,5 degrés entre l'hydrogène, le groupe hydroxyle et les 2 autres carbones attachés au carbone au centre. Et la même chose va pour les autres carbones centraux. Ensuite, la forme géométrique de l'oxygène diatomique est simple. C'est une forme linéaire formée de 2 atomes en liaison double avec un angle de 180 degrés. La chose suivante, c'est l'analyse des enthalpies de la réaction. Pour trouver l'enthalpie molaire standard de combustion de mon hydrocarbure, qui est le glucose, il faut supposer que la réaction se fait dans des conditions standards de 25 degrés Celsius et 100 kPa. Les valeurs d'enthalpie molaire standard de combustion sont trouvées de façon expérimentale et elles sont notées sur des tableaux.
J'ai retrouvé l'enthalpie du glucose à partir des données de l'Institution nationale des standards et des technologies des États-Unis, ce qui est de moins 2805 kJ par mol avec une variation de plus ou moins 1,3. J'ai calculé l'enthalpie molaire de réaction par réactif et les produits en faisant des rapports molaires. Pour chaque 1 mol de glucose, il y a 6 mols d'oxygène réagis et pour pour ce rapport-là, il y a une production de 6 mols de dioxyde de carbone et 6 mols de l'eau. La valeur d'enthalpie pour l'oxygène en tant que réactif et chacun des autres produits est de moins 16 830 kJ par mol. Alors, on achève vers la fin. Maintenant, je vais discuter les facteurs qui peuvent influencer la vitesse de réaction de la respiration cellulaire. Alors, la vitesse de réaction, c'est le changement de la quantité des réactifs transformés ou de produits formés dans un intervalle de temps particulier. Ces facteurs sont liés avec le principe de Le Chatelier. Le premier facteur qui peut affecter la vitesse de réaction, c'est la nature des réactifs. Les liaisons des réactifs doivent se briser pour que de nouveaux produits puissent se former. Si les molécules des réactifs sont grosses ou possèdent de fortes liaisons covalentes, comme le glucose, la décomposition des liaisons et la production des produits seront lentes. Toutefois, puisque la réaction de la respiration cellulaire est assez exothermique, l'énergie externe d'activation fera en sorte que la réaction est plus rapide et continuelle entre le direct et l'inverse. La deuxième chose qui peut influencer la vitesse de réaction, c'est la température. Donc, lorsque on applique une température élevée à un système de réaction chimique, la fréquence des collisions en fonction du temps augmente. Et puisque la réaction de la respiration cellulaire est exothermique, l'énergie relâchée continue d'augmenter la température des réactions directes et inverses. La troisième chose, c'est la surface active des particules d'un réactif solide. Alors, le glucose, c'est solide. Et donc, plus que la surface active est grande, c'est-à-dire que plus que les morceaux de glucose ont une plus grande surface exposée, les chances de collision augmentent et la vitesse de la réaction aussi. La quatrième chose, c'est la présence d'un catalyseur. Si on ajoute un catalyseur, ce qui est une substance qui n'affecte pas la formation des produits, ça va accélérer le taux de réaction de la respiration cellulaire. Voici le diagramme d'énergie potentielle de ma réaction. Puisqu'elle est une réaction exothermique, l'enthalpie de réaction est négative. Et finalement, la dernière chose dans cette vidéo, c'est la constante d'équilibre et le principe de Chatelier. Donc, le principe de Chatelier, c'est juste un principe qui constate que lorsqu'une perturbation extérieure, donc ça peut être une variation des propriétés macroscopiques, donc la concentration, la pression, le volume ou la température, ça dérange un système chimique en équilibre, les vitesses des réactions directes et inverses seront différentes temporairement de l'une de l'autre. Généralement, tout ce que le principe de Chatelier nous dit, c'est que lorsqu'une réaction est dérangée par une perturbation extérieure, la réaction elle-même va tenter de résoudre ce dérangement en essayant de faire le contraire de ce qui est arrivé par la perturbation. Et la dernière chose, c'est l'expression de la constante d'équilibre Kc. Donc Kc, on le trouve lorsque on divise la concentration des produits par la concentration des réactifs dans une réaction chimique. Et la constante d'équilibre pour ma réaction, c'est, je vais mettre les produits en premier. Donc c'est le CO2 gazeux et le coefficient va devenir l'exposant 6. Puis ensuite c'est le H2O. Gazeux, donc le coefficient va aussi devenir un exposant 6 divisé par
le 1 mol de glucose, ben le 1, ça devient le coefficient, mais il n'y a aucun effet à cause que c'est 1. Puis ensuite, l'oxygène gazeux aussi, son coefficient devient l'exposant. Donc ça, c'est l'expression de la constante d'équilibre pour ma réaction. Alors, merci de m'avoir écouté et c'est à partir de ces informations-là qu'on peut prédire une réaction chimique organique. Merci.